L'année 2025 de Formule 1 aura été pour le moins surprenante. Elle fut l'année de la renaissance pour certains, de la dépression pour d'autres, et a finalement décerné un champion assez spécial. Alors que démarre bientôt 2026 et une nouvelle ère pour la Formule 1, je vous propose de faire un petit bilan de la saison passée, équipe par équipe. On est parti, mais avant cela, place au générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GP Review. Ça veut dire Grand Prix Review, pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors peut-être, je dis bien, peut-être que vous me connaissez via la chaîne Dodo Review, qui traite de dinosaures et de paléontologie. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir. Mais après m'être lancé depuis presque un an, je me suis dit, pourquoi pas parler de ma deuxième passion, c'est-à-dire les sports méca, et donc la Formule 1. Et donc me voilà devant vous pour débuter cette nouvelle et belle aventure, je l'espère. Ici on fera des focus sur des pilotes, sur d'anciens grands prix, on parlera de performances ou de voitures légendaires, et bien sûr je serai là pour évoquer les news importantes. Mais pour commencer aujourd'hui, je vous propose de revenir tous ensemble sur la saison 2025 de Formule 1. L'année qui vient de s'écouler a marqué les 75 ans de l'histoire de la F1. Les 10 écuries du plateau se sont de nouveau départagées sur 24 grands prix et 6 sprints. Et malgré la durée du championnat, 3 pilotes étaient encore en lice pour le titre mondial au moment d'aborder le dernier départ de la saison. Une première depuis 2010 qui comptait d'ailleurs 4 prétendants. Mais qui s'en est le mieux sorti? Qui a impressionné? Ou à l'inverse, qui n'a jamais été à la hauteur? On va passer en revue chaque équipe de la saison et après analyse, je leur donnerai une note sur 10 et on commence tout de suite par la lanterne rouge. Ça va chauffer! En 10e place et dernière position avec 22 petits points, on retrouve l'écurie française Alpine. Oui, on parle de l'équipe qui est censée gagner des grands prix depuis 5 ans, donc depuis la fin de l'ère Renault, à écouter ses dirigeants. Et bravo, vous avez les félicitations de personne. C'est en effet le pire classement de l'équipe depuis son arrivée en F1 en 2021, et depuis 2016 si on compte l'appellation Renault. Mais la situation n'avait strictement rien à voir. Sinon, il faut remonter au championnat de 1978 avec la 12e place. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Le pauvre Gasly a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. C'est lui qui a marqué tous les points de l'équipe et il peut se targuer d'une belle 6e place sous la pluie à Silverstone et d'une 4e position sur la grille à Bahreïn suite au déclassement d'Antonelli. Franchement, je sais pas comment il a fait ça. En tout cas, on ne peut pas en dire autant de ses équipiers, qui sont les deux seuls pilotes à ne pas avoir marqué 2 points cette saison, à commencer par Jack Doohan, le fils du célèbre pilote moto. Mais si son père s'est fait connaître par sa pointe de vitesse et ses titres, on se rappellera peut-être de Jack pour ce crash, ou bien celui-là, ou pour ce petit attentat. D'ailleurs, il paraît qu'il enchaîne les visites dans le mur en Super Formula. Bon, de toute façon, il est clair que ses jours en F1 étaient comptés depuis le début. Il n'avait rien à faire là, mais à sa décharge, on peut quand même imaginer que c'était pas facile pour lui mentalement. Se dire qu'à chaque Grand Prix il pouvait sauter et que l'écurie n'avait de toute façon aucune considération pour lui, c'était clairement pas le meilleur environnement pour apprendre. Mais de toute façon, ce remplaçant Colapinto n'a pas fait mieux, et malgré quelques Grands Prix où j'ai été surpris de le voir au niveau de Gasly, ça n'a pas suffi pour briller. En tout cas, je vois pas comment cette écurie va amorcer le virage 2026 de manière sereine, malgré l'arrivée du moteur Mercedes qu'on dit surpuissant, au détriment du Renault et le management de Tonton Flavio. Tiens, t'étais pas censé être viré de ce sport, toi? Bon, pour ce qui est de la note, je comptais leur mettre un magnifique 1 sur 10, seulement pour notifier la présence de Pierre Gasly, mais je viens de me rappeler que l'équipe a fait passer une consigne pour une 17e place au Texas. Alors ce sera un 0 pointé. Allez, ça dégage. On passe donc à la 9e place détenue par Kicksauber. Et bien que cette équipe ait la livrée la plus dégueulasse du plateau, en compétition avec le BWT, côté performance, c'était pas mal du tout. Quel progrès! L'écurie est en effet passée de 4 points miséreux en 2024 à 70 en l'espace de 12 mois, et en particulier grâce à un homme. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai jamais compris la hype autour de l'Allemand. C'est un pilote que j'ai toujours trouvé moyen et sans histoire, mais franchement le voir enfin obtenir un podium après tant d'efforts, il est arrivé en 2010, rendez-vous compte. Je dis bravo, et en plus de quelle manière, sous la pluie et en partant 19ème. Chapeau chef, même si mon avis global sur toi n'a pas changé, tu le mérites. En tout cas, ces 51 points inscrits sont accompagnés par les 19 du débutant Gabriel Bortoleto. Honnêtement, malgré son titre en F2, je n'attendais absolument
absolument rien de lui cette année. Mais finalement, c'était pas si mal. Certes, il a connu quelques week-ends bien pourris, en particulier chez lui au Brésil, c'était tellement mauvais. Mais il a signé aussi de beaux top 10 et il a l'air d'avoir une bonne maturité. En tout cas, je dis bravo à cette équipe qu'on ne reverra plus en F1. Sauber, c'est une belle page d'histoire qui a connu tant de pilotes importants comme Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Charles Leclerc, Kobayashi mon GOAT, Sergio Pérez ou encore Robert Kubica qui a ramené la seule victoire de l'écurie en 2008 sous l'ère BMW. En tout cas, je leur accorde un encourageant 6 sur 10 pour cette saison et j'ai hâte de voir ce que fera Audi en 2026. On passe donc à la 8ème place détenue par l'écurie Haas et ses 79 points, soit une vingtaine de plus que l'an passé. Là aussi, on fait face à une équipe qui a bien progressé, et j'ai l'impression que la rigueur du nouveau directeur, Ayao Komatsu, qui a remplacé Monsieur Steiner, est en train de porter ses fruits. Haas a désormais l'air plus sérieux et professionnel, et les deux nouveaux pilotes maison s'en sont pas mal sortis. Ocon et Bierman ont pratiquement fini au coude à coude au championnat, et chacun des deux a pu étaler ses forces durant la saison. Le débutant britannique est encore un peu tendre, mais il a fait preuve d'une belle pointe de vitesse en qualif, qui lui a notamment aidé à convertir cela en points, notamment au Mexique avec une magnifique P4. Quant à Ocon, il a souvent morflé le samedi, mais il a fait parler son expérience en course et on a pu voir de belles remontées de sa part. Tout comme Sauber, je donne un 6 sur 10 à l'équipe américaine qui a agrandi son partenariat avec la division sport de Toyota dès la saison prochaine. Alors, attention à eux. On progresse dans la hiérarchie et nous voilà avec l'écurie de Papa Stroll qui termine 7ème avec 89 points, soit le pire score de l'écurie depuis l'arrivée de Fernando Alonso. Mais le cas Aston, il est très différent des autres. On n'a jamais eu l'impression que l'équipe a essayé de se battre pour mieux obtenir en 2025. Depuis le départ, tous les moyens sont tournés vers 2026, et la première voiture conçue par Adrian Newey. En attendant, Fernando Alonso a fait de son mieux au volant de sa monture, comme d'habitude. Mais faut bien avouer que son début de campagne, il fut bien compliqué. Il y a quand même eu pas mal de grosses boulettes alors qu'il nous a pas habitués à ça. Et l'Espagnol a dû attendre son Grand Prix national, soit la 9ème épreuve de la saison, pour inscrire ses premiers points. Malgré tout, il a intégré le top 10 au championnat avec 56 points. Quant à son coéquipier Stroll, que dire ? Il a marqué la moitié des points de son voisin de garage, mais a quand même quelques bonnes courses à son actif, comme l'Australie où il termine 6ème dans des conditions pas faciles. Mais le problème avec cette tête de sirop d'érable, c'est que dès qu'il se débrouille bien, il rappelle à tout le monde qu'il peut rouler comme un tocard dès la course suivante. Franchement, ça en devient ridicule. Il a rien à faire là, ce type. Dites-vous qu'il est là depuis 2017. Le pouvoir de l'argent, c'est quand même abusé. En tout cas, Aston mérite pas la moyenne. Je leur mets 4 sur 10, mais attention à eux l'an prochain. En tout cas, à la 6ème place, on retrouve Visa Cash App, Mastercard, paiement sans contact, PayPal. Ouais, c'est vraiment un nom pourri et heureusement qu'on a tous prononcé Racing Bulls. Même si perso, je dis toujours Toro Rosso. En tout cas, avec 92 points marqués, l'équipe s'en est super bien sortie. Et en faisant plus que doubler leur moisson de 2024, malgré un changement de pilote, puisque Tsunoda est parti chez Red Bull. Mais aussi de directeur d'équipe, puisque Alan Perman a pris les commandes laissées par Laurent Mekies, lui aussi parti chez Red Bull. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas très bien, sachez que Perman a toujours connu l'écurie Renault ou ses dérivés, genre Benetton avant, puis Lotus ou Alpine, et qu'il a eu une relation très cordiale avec un certain Kimi Raikkonen. Kimi, get out of the f***ing way. Don't shout there. Ah, ça nous change des Papaya Rules. En tout cas, mention spéciale à Isaac Hadjar qui a fait une très bonne saison de rookie. Une position moyenne de 9ème sur la grille, de beaux dépassements, toujours propre et un super podium aux Pays-Bas. Franchement, qui aurait cru ça après sa giga boulette en Australie? Bravo Isaac, et sa promotion chez Red Bull est tout à fait logique. Quant à Liam Lawson, ses 2 premiers Grands Prix chez Red Bull ont été cataclysmiques. Il était temps de revenir à la maison et avec ses 33 points marqués et sa 3ème place sur la grille à Bakou, il a bien relevé la tête. Mais à moins d'une saison sensationnelle l'an prochain, son parcours en F1 risque de bientôt s'achever. En tout cas, j'accorde un 7 sur 10 à Toro Rosso. Oui, je les appelle comme je veux. On attaque maintenant le top 5 avec Williams et alors là, je tire mon chapeau parce que personne ne les voyait à ce niveau. C'est leur meilleur classement depuis 2017 et avec 137 points marqués, c'est seulement une unité de moins qu'en 2016 avec Massa et Bottas. Même s'il y avait moins de Grands Prix, il faut se le rappeler. Les 2 pilotes ont terminé dans le top 10 du championnat, mais s'il y en a un qui a bien crevé l'écran, c'est bien Sainz. Avez-vous déjà vu un homme se faire lourder de chez Ferrari et être aussi heureux? Sérieux, 2ème sur la grille à Bakou, 3ème à Vegas, podium à Bakou et au Qatar. Mais quelle 2ème partie de saison! C'est là qu'on voit la différence entre un vainqueur de Grand Prix et un pilote certes bon, mais à qui il manque quelque chose. Certes, Albon s'est bien débrouillé,
Il termine devant Sainz au championnat. Mais à partir du moment où ce dernier s'est mis en route, le Thaïlandais s'est fait éteindre. Depuis Bakou, il n'a marqué que 3 petits points. Va falloir se reprendre l'an prochain parce que sinon ça va faire très mal. En tout cas pour Williams, je leur accorde un 7,5 sur 10. Je peux pas leur mettre plus parce que c'est une écurie historique qui a gagné des titres. Mais c'est un bon redressement en espérant que cette saison ne soit pas qu'une heureuse parenthèse. Bon et bien maintenant, parlons de Ferrari. Vous vous souvenez de la hype du début de saison? Ouais, fin 2024, l'équipe s'est bien débrouillée, le tandem Hamilton-Leclerc, ça va tout déchirer, et vas-y que ça fait le beau gosse en photo. Ah mon dieu, cette écurie, quelle bande de nazes. Ah, je vous le dis, je suis pas tombé dans le panneau Hamilton. Bien sûr, j'aurais adoré le voir bien faire. Mais j'ai connu trop de déceptions vis-à-vis de cette écurie. Moi aussi, j'ai eu des rêves brisés. Alors, quand le champion britannique est arrivé en rouge, je me suis dit « Ouais, ça sent la douille. » Et ça a pas loupé. Franchement, Hamilton, il a traversé la saison comme un zombie. En dépression totale, et ses déclarations à la presse du style « Je suis inutile, faut me remplacer », pouah, ça fait peur. Bon, il a bien une pole en sprint en Chine, et la petite victoire qui va avec. Certes, ok le dimanche, il était solide par moment. Mais quelle qu'en soit la raison, on est bien loin de ses standards habituels. Même si c'est difficile pour lui depuis un moment. Et c'est d'ailleurs la première saison de sa carrière sans aucun podium. En tout cas, il s'est fait manger par Leclerc, qui est parvenu à signer 7 podiums. Que dire sur lui si ce n'est qu'il a fait ce qu'il a pu, qu'il s'est battu comme chaque année, mais franchement c'est à se demander si sa carrière en F1 ne devient pas un énorme gâchis. Espérons que Ferrari renaisse de ses cendres en 2026. Vous connaissez, la saison prochaine ce sera la bonne. Mais quoi qu'il en soit, entre les voitures pourries, les stratégies cataclysmiques et le management à l'ouest, ça fait peur. Pour cette saison, il mérite pas la moyenne même si on a vu pire. C'est un 4 sur 10. La 3e place du classement, avec 451 points et donc 53 de plus que Ferrari, est détenue par Red Bull. Et là, faut s'arrêter 2 secondes, parce qu'on doit parler de Verstappen. Écoutez, j'ai jamais été et je ne suis pas un fan du néerlandais, pour plein de raisons qu'on évoquera sûrement dans son futur focus. Mais s'il y a bien une chose que je lui ai jamais enlevée, c'est son talent. Et bon Dieu, j'ai pas envie de le dire, mais j'ai pas le choix. C'est clairement l'un des plus grands pilotes de l'histoire de ce sport. Et franchement, classez-le comme vous voulez, il mérite n'importe quelle position parmi les têtes d'affiche. 421 points marqués, plus que Ferrari, 8 victoires, le plus grand nombre cette saison. Un retard de 104 points comblé à 2 petites unités près, au volant d'une machine nettement inférieure quand bien même elle a progressé durant la saison. Non, vraiment, respect. Ce type, c'est un monstre et c'est le meilleur pilote du plateau depuis 2022, il n'y a aucun débat. En revanche, ses coéquipiers, c'est loin d'être des tueurs. On a évoqué Lawson, mais qu'en est-il de Tsunoda? Eh bah, c'était minable, tout simplement, et il ne me manquera pas. Sérieux, faut pas déconner, ce mec a fait carrière depuis 2021. C'est déjà un miracle qu'il soit resté autant de temps. Mais se dire qu'il a eu la chance de conduire pour un top team, c'est vous dire si la F1 va mal. À aucun moment il n'a mérité sa place à ce niveau-là, et il était grand temps que ça s'arrête pour lui. En tout cas pour Red Bull, Laurent Mekies a assuré suite au départ forcé de Horner. Mais avec la pénurie d'ingénieurs qui continue, ainsi que l'arrêt de Helmut Marko, difficile de lire dans l'avenir de Red Bull, quand bien même Verstappen est toujours là. Je leur donne un 8 sur 10, mais c'est bien grâce aux Néerlandais. Passons maintenant à Mercedes, et franchement, on peut dire que l'après Hamilton fut bien géré. Je peux pas blairer cette pleurnicheuse de Russell, mais faut bien avouer qu'il a fait le taf cette année encore. Il a pris les gros points dès qu'il le pouvait, ainsi que les 2 victoires qui se sont offertes à lui. Quant à Antonelli, cette première saison, elle est mitigée. Alors fallait pas s'attendre à voir un Verstappen bis en lui, faut pas déconner. Et c'est clair qu'il a galéré par moments, notamment durant l'été où il a marqué très peu de points et où il se faisait rapidement éliminer lors des qualifications. Et comme si ça ne suffisait pas, beaucoup lui en voudront d'avoir flanché face à Norris au Qatar et d'avoir shooté Verstappen en Autriche. Mais blague à part, il s'est bien rattrapé en fin de saison. Il aura récolté 3 podiums en tout, sans oublier sa pole sprint à Miami. C'est pas si mal, mais avec ses 150 points marqués, ça ne représente pas 50% de ceux de Russell. Alors il y a encore du taf. En tout cas pour Mercedes, je leur accorde également un 8 sur 10. Et on passe aux champions du monde. Et oui, tout comme en 2024, c'est McLaren qui a pris le titre constructeur avec 833 points contre 469 à leur poursuivant Mercedes. Mais cette fois, le championnat pilote ne leur a pas résisté non plus, même s'ils ont sué face à Verstappen. Et c'est donc Lando Norris qui est champion du monde.
Alors, qu'on soit clair, oui, Lando Norris, c'est un bon pilote de Formule 1. Oui, il a eu de bons moments cette année. Je pense à l'entame de saison en Australie, à son week-end de Monaco, ou à sa domination au Mexique. Mais waouh, se dire que ce gars est champion du monde, c'est difficile à croire. Je vous donnerai mon avis détaillé sur lui le jour de son focus. Mais par exemple, se dire que Lando est champion, alors que Leclerc est dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, ça fait tâche, et mon problème principal avec lui, c'est qu'il ne m'a jamais fait vibrer. De toute sa carrière, je ne l'ai jamais vu signer une perf qui me fait dire « Ok, ce mec, c'est un tueur ». Et le voir champion en plus d'une manière aussi random possible à Abu Dhabi, après s'être fait rouler dessus par ses deux concurrents au titre, pouah, c'est spécial. Enfin, imaginez ce qu'aurait fait un Verstappen, un Alonso ou un Raikkonen Prime dans cette même voiture. Le championnat serait plié depuis longtemps. Mais bon, Lando, il s'en cogne de tout ça. Son titre, il l'a eu et il vit sa meilleure vie. Mais s'il y a un gagnant chez McLaren, cela veut aussi dire qu'il y en a un qui a tout perdu. Et cet homme, c'est Oscar Piastri. L'Australien, qui entamait sa 3e saison seulement, était personnellement mon favori pour le titre cette année. Depuis qu'il est arrivé, il semble rapide, bien dans sa tête, toujours calme et n'a fait que progresser. Et c'est ainsi qu'il a débuté 2025, en étant encore meilleur, en enchaînant les manœuvres spectaculaires et en étant en position de force pendant un moment. Et puis, quelque chose a lâché. Est-ce la pression? Les réglages ont-ils été mauvais sur plusieurs grands prix? Y a-t-il clairement eu du favoritisme à peine caché pour son coéquipier? Quelle qu'en soit la raison, l'Australien s'est effondré en dernière partie de saison, en faisant des erreurs qu'on ne lui connaissait pas, ou en faisant preuve d'un manque de combativité, en cédant sa place en piste à Monza, ou à l'inverse en se plaignant à la radio face à Norris à Singapour. Oscar va certes revenir en force sur les 2 derniers Grands Prix, et de nouveau dominer son coéquipier, mais le mal était fait. Quoi qu'il en soit, j'accorde un 9 sur 10 à McLaren pour cette saison. Ils avaient la meilleure voiture entre les mains, un vrai bijou, mais la gestion de l'écurie avec les papaya rules, c'était très bancal. Sans compter des stratégies un peu idiotes et une disqualification évitable à Vegas. On retiendra surtout de cette saison qu'avec toutes leurs armes à disposition, ils ont failli perdre contre un Max Verstappen bien mal outillé. C'est pas c'est Enfin, pour finir avec la saison en elle-même, disons que j'en attendais beaucoup et qu'au final, on n'a pas eu grand chose. Ferrari était à l'ouest, Mercedes était trop juste, on n'a pas eu de moment fort ou de vraie tension chez McLaren, la gestion des pénalités en course est toujours aussi bancale, et cette peur de rouler sous la pluie dans la plupart des cas me déprime au plus haut niveau. 2025 mérite pour ma part un 4,5 sur 10. Et voilà, c'était mon avis sur la saison 2025 de Formule 1, et vous, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que comme moi elle vous a déçu, ou à l'inverse, êtes-vous très satisfait? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, et de mon côté je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!